Comment on vit avec le VIH aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser et que je vais poser à mes invités. Le VIH, il y a 30 ans, en général, on en mourait. Aujourd'hui, vivre et même bien vivre avec le VIH et vivre vieux avec le VIH, c'est une réalité grâce à l'avancée des connaissances et des traitements. Alors avec moi pour en parler sur le plateau, Cédric Daniel, vous êtes chargé de mission communication plaidoyer à Action Traitement. C'est une association de lutte contre le VIH. Fred Colby, vous êtes témoin, vous êtes activiste, vous êtes rédacteur de Remède, qui est un trimestriel d'information sur le VIH et les hépatites virales, qui est édité par Aide depuis 1990. Vous êtes aussi auteur de T'as pas le sida, j'espère, aux éditions Librinova. Et en fin d'émission, le docteur Patrick Papazian va nous rejoindre sur ce plateau. Patrick Papazian, qui est médecin, qui est sexologue et qui s'occupe plus particulièrement de personnes vivant avec le VIH et qui a une consultation à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Fred, on va commencer par vous. Vous êtes notre témoin du jour. Quand vous découvrez que vous êtes séropositif il y a 11 ans, vous estimez que vous étiez une personne à risque à l'époque? Alors oui, parce que je suis homosexuel et que donc la communauté homosexuelle est très touchée par le VIH d'un point de vue épidémiologique. Donc je savais que de par donc mes pratiques, j'étais exposé au VIH et je faisais donc des tests tous les 3 mois qui revenaient négatifs à chaque fois. Et puis un jour, c'est revenu positif. Alors cette phrase, vous avez dû l'entendre. Tu savais bien que tu étais une personne à risque. Comment tu as pu te faire avoir? Oui, mais cette phrase, elle est très culpabilisante et je déconseille aux gens de la dire aux personnes qui viennent de découvrir leur séropositivité parce que c'est déjà une épreuve en soi. Donc en plus, rajouter de la culpabilité, c'est compliqué. C'est pas parce qu'on sait qu'on est exposé au VIH. Les personnes qui fument des cigarettes savent qu'elles sont exposées au cancer. Elles fument quand même. Voilà, on n'est pas infaillible, on est des êtres humains. Donc à ce moment-là, il faut faire preuve d'un peu plus d'empathie, je pense. Comment ça s'est passé à l'annonce? Bah, c'est compliqué parce qu'on s'y attend pas et parce que même si, on sait qu'on fait partie des publics exposés, c'est toujours compliqué, comme annonce, toujours en 2009. J'étais pas forcément bien informé en plus à l'époque sur la réalité du VIH et des traitements donc pour moi, c'était une sentence presque de mort alors que c'était pas le cas. À l'époque, alors quelles conséquences immédiates sur votre vie? Comment ça s'est passé? Bah, c'était compliqué en termes d'estime de soi, en termes d'acceptation. Donc, au départ, les 2 premières années ont été très compliquées parce qu'il a fallu, apprendre à vivre avec, à l'annoncer, notamment pour ma vie amoureuse et sexuelle. Ça a été compliqué dans mes rencontres. J'ai subi beaucoup de rejets. Voilà, les premiers traitements ont été compliqués aussi, donc 2 premières années compliquées, oui. Comment vous l'avez dépassé ce verdict? Alors, je l'ai dépassé, entre autres grâce au milieu associatif. Donc en 2011, j'ai rejoint l'association Aide. J'ai rencontré d'autres personnes séropositives et surtout, j'ai découvert la notion de, charge virale indétectable. C'est-à-dire, j'ai découvert que grâce à mon traitement, en fait, le virus était endormi, je ne pouvais pas le transmettre à d'autres personnes et ça, en tant que, personne séropositive, savoir qu'on a le virus, mais qu'il est contrôlé par le traitement, ça a été hyper important pour moi. Ça a vraiment été, quelque chose de, voilà, qui a révolutionné en fait. J'ai repris le contrôle sur le virus grâce au traitement. Votre traitement, c'est une thérapie, mais votre bouquin, c'est une autre thérapie. Mais oui, l'écriture, c'est quelque chose de thérapeutique pour moi. Voilà, j'ai toujours aimé écrire, j'avais lancé un blog, et cetera. Et en fait, ce livre, pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait aussi montrer peut-être une image différente, des personnes séropositives. On a souvent, montré des gens qui les vivaient mal, qui étaient dans la souffrance, dans le secret, dans la honte même. Et moi, j'ai voulu dire: «Bah, en fait, on peut aussi le vivre bien. On peut vivre avec, grâce au traitement aujourd'hui en France, on peut vivre, avoir une vie normale avec le VIH». Le titre de votre livre, T'as pas le sida, j'espère. C'est du vécu, ça, vous l'avez entendu, cette phrase? Oui, c'est du vécu. C'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois, notamment, quelqu'un de ma famille et c'est une phrase qui est compliquée parce que déjà, bah, j'ai pas le sida, non, je vis avec le VIH. Le VIH et le sida, c'est pas la même chose, mais je crois qu'on va l'expliquer après et puis, c'est une phrase qui est violente, qui vient de l'ignorance, en fait, des gens et c'est ce que je veux faire aussi à travers ce livre et à travers mes témoignages. C'est expliquer, en fait, qu'aujourd'hui, le VIH, c'est une maladie chronique, tout comme le diabète, par exemple et qu'on a une vie normale. On vous l'a dit sous le ton de la boutade, sans savoir que vous aviez le VIH? Non, non, on me l'a dit Non? en sachant que En j'avais le sachant? VIH, ouais, ouais, Mmh. donc c'est d'autant plus compliqué, ouais. Ce livre témoignage, c'est aussi pour aider les autres, non?
Oui, 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 parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, en fait, il y a un décalage entre les avancées thérapeutiques et les représentations de la population générale sur les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire que les gens n'ont pas fait leur mise à jour, ils sont toujours coincés en 1995, le film Philadelphia, Tom Hanks, etc. Le sida, la mort, la souffrance. On en est sorti aujourd'hui, et heureusement, on a des traitements hyper efficaces aujourd'hui contre le VIH. Donc ça, il faut le faire savoir, en fait. On va en parler des traitements, mais vivre avec le VIH aujourd'hui, c'est quoi? C'est vivre normalement? Bah, pour moi, c'est prendre 4 cachets par semaine, voilà, avec très peu d'effets indésirables, avoir une vie normale. Je suis en couple sérodifférent, j'ai un travail, j'ai une vie sociale, j'ai une vie sexuelle, donc tout va bien. Et c'est un peu le message que je voulais faire passer dans ce livre. Pour le grand public, couple sérodifférent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon conjoint, qui est juste en face, Cédric, est séronégatif. Et donc, en fait, on a des rapports sexuels sans préservatif, puisque mon traitement protège mon partenaire. Grâce à mon traitement, je ne peux pas transmettre le VIH. Donc, c'est un outil de prévention en soi. Les traitements, justement, ils se sont considérablement allégés. Oui. Est-ce que malgré tout, il y a des effets secondaires ou des effets indésirables encore? Alors, il y en a toujours, mais après, on n'est pas tous égaux. Ça dépend aussi de depuis combien de temps vous vivez avec le VIH. Les personnes qui vivent avec le VIH depuis 20, 30 ans, évidemment, elles n'ont pas le même parcours que le mien. Moi, ça fait 11 ans. J'ai eu beaucoup de chance, je suis privilégié. J'ai eu accès au dernier traitement. Aujourd'hui, en plus, je suis en allègement thérapeutique, c'est-à-dire que je ne prends pas un cachet par jour, j'en prends 4 par semaine. Donc, c'est une révolution aussi. Et après, on va passer bientôt, dans quelques années, au traitement par injection, etc. Donc, ça va vite, ça avance vite et ça, il faut le faire savoir. Quand on parle de traitement, hein, il faut dire qu'on a des traitements aujourd'hui qui abaissent la charge virale au point qu'on n'est plus contagieux, Ouais. mais il n'y a pas de traitement curatif, Non. véritablement. Alors, à ce jour, effectivement, il n'y a pas de traitement curatif. Après, voilà, moi, ce que je dis souvent, c'est que bon, bah, 4 cachets par semaine pour avoir un virus endormi, ça va, c'est pas la mort non plus. Je veux dire, il y a des gens qui vivent avec le diabète, avec d'autres maladies chroniques qui sont beaucoup plus pénibles au quotidien, que peut l'être le VIH en 2021 Et en pour France. reprendre votre expression, 4 cachets par jour, non seulement c'est pas la Par mort, mais c'est par plus, semaine. Ouais, par semaine, ouais. non seulement c'est pas la mort, mais c'est plus la mort. Parce C'est qu'avant, plus la mort, exactement. hein, Ouais, c'est ça exactement. la Ouais. vraie avancée, Mais hein, oui, quand mais même. oui. Et puis voilà, ça me permet de rester donc, en stade indétectable, ce qui veut dire que j'ai aucune raison de passer en stade sida tant que j'ai accès à un traitement. En parler. Alors, comment on en parle à ses amis, à ses partenaires sexuels, à ses collègues? Eh bien, il faut bien choisir les personnes, il faut se préserver parce qu'il y a beaucoup de gens encore intolérants, ignorants. La sérophobie, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui rejettent les personnes séropositives. Donc moi, je pense qu'il faut bien trier les personnes à qui en parler. Moi, j'ai beaucoup de chance, je suis privilégié, j'ai évolué dans un milieu militant, associatif, et cetera. Donc moi, j'en parle très librement, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas en parler. Mais en dehors de la communauté, comment on en parle? Parce que vous évoluez dans une communauté, mais Oui, il n'y a pas que la communauté, bah, il y a, c'est toute la il y a les difficulté. autres, hein. Comment on en parle? Est-ce qu'on en parle? Moi, je pense qu'il faut en parler parce que c'est compliqué de garder ça pour soi. Après, il faut aussi se préserver et je pense que c'est le travail aussi qu'on est en train de faire là avec cette émission, c'est d'éduquer le grand public sur la réalité du VIH aujourd'hui en 2021 pour que les personnes qui habitent dans des petites villes en région et qui ont honte de le dire à leurs voisines, à leurs boulangères, à leurs collègues, à leur famille, puissent en parler de façon plus libre. Pour un gay, c'est quoi? C'est un peu comme un deuxième coming out? Oui, effectivement, moi je dis souvent que j'ai dû faire un deuxième coming out parce que le VIH, c'est encore très stigmatisé. C'est une maladie qui est liée à la sexualité, à l'intime. Et il y a encore beaucoup de jugements autour du VIH, plus que d'autres maladies comme le cancer, par exemple. Voilà, moi, on m'a déjà dit, en même temps, tu n'avais qu'à mettre une capote. En gros, tu l'as bien cherché. Alors que personne ne cherche à être séropositif au VIH. La sérophobie, justement, vous y avez été confronté? L'expression «est-ce que tu es clean», vous l'avez entendue celle-là? Oui, beaucoup, beaucoup et notamment sur des applis de rencontres, gays, mais pas que, voilà. Est-ce que tu es clean? Ça veut dire est-ce que tu es propre? Donc ça sous-entend que les personnes vivant avec le VIH seraient sales et c'est très violent, en fait, à entendre et il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a moins de risques de coucher avec une personne séropositive sous traitement, avec une charge virale indétectable, qu'avec une personne qui se pense séronégative, mais qui est peut-être séropo sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne se font pas dépister et qui ignorent leur séropositivité. Mmh. La clé, c'est quand même de se faire suivre, de se faire dépister, pour soi, pour les autres aussi, Bien non? sûr. Bah, la clé, c'est de connaître son statut sérologique et donc si on est séropositif, se faire traiter pour avoir accès à un traitement et avoir une charge virale indétectable et si on est séronégatif, essayer de rester de l'être avec des outils de prévention aujourd'hui comme le préservatif, la PrEP, et cetera.
Cédric, on va parler de Cédric Ben oui, un peu, un hein, petit parce que peu. vous avez dit que c'était votre amoureux. Ah oui, On va s'y intéresser quand c'est même un ça, peu à voilà. Cédric. Cédric, alors je rappelle que, outre le fait d'être l'amoureux de Fred, vous êtes surtout et aussi, enfin aussi, pas surtout, chargé de mission communication plaidoyer à Action Traitement, C'est ça. une association de lutte contre le VIH. Alors ensemble, on va parler d'épidémie aujourd'hui et des attentes. D'abord, un rappel des définitions VIH, SIDA, le grand public confond souvent, moi-même, hein, dans le langage courant, on a tendance à utiliser un mot pour un autre. C'est quoi la différence? C'est effectivement une différence fondamentale. Le VIH, c'est le virus qui est responsable du sida. Et le sida, donc, c'est un stade d'évolution de la maladie que des personnes atteignent quand elles ne prennent pas de traitement, quand elles n'ont pas accès à un traitement ou quand elles ne savent pas qu'elles sont infectées par le VIH. Donc aujourd'hui, on dit des personnes séropositives qu'elles vivent avec le VIH et non pas qu'elles vivent avec le sida. Puisque grâce, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, au progrès de la recherche, des traitements, etc., on peut vivre très longtemps avec le VIH, avec une santé quasiment équivalente à celle de la population générale. Donc c'est effectivement très important de faire la différence. Où on en est aujourd'hui de l'épidémie, du nombre de personnes contaminées? On peut rappeler quelques chiffres, moi, que j'avais notés en préparant cette émission. 75 millions de personnes infectées depuis le début de cette épidémie et 32 millions de personnes décédées. Alors, on a fait beaucoup de progrès aujourd'hui, bien évidemment, dans les traitements. En France, ce n'est pas la même chose d'avoir le sida en France ou dans les pays développés que dans les pays sous-développés. 32 millions de personnes décédées, c'est l'équivalent de la moitié de la France, hein. On en est où aujourd'hui alors de cette épidémie? Aujourd'hui, en France, on estime à environ 170 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH. Et ce qui est très important de savoir, c'est que parmi ces 170 000 personnes, là aussi, on estime qu'environ 25 000 ne savent pas qu'elles vivent avec le VIH. Pourquoi elles ne savent pas? C'est très simple, c'est parce qu'elles ne se font pas dépister suffisamment régulièrement, voire même pas du tout. Et c'est vraiment là, aujourd'hui, la clé pour arriver à mettre fin à l'épidémie de VIH, c'est que toutes les personnes se fassent dépister régulièrement, aussi souvent que possible en fonction de leur pratique. Bien évidemment, une personne qui vit en couple stable, fermé, c'est-à-dire qui n'a qu'un seul partenaire tout au long de sa vie, ça n'a pas grand intérêt qu'elle fasse des dépistages régulièrement. En revanche, une personne qui a 5, 10, 15, 20, 50 partenaires différents par an, elle, on va plutôt lui conseiller de se faire dépister tous les mois, tous les 3 mois au maximum, pour, au cas où un jour elle se découvre séropositive, elle puisse accéder le plus rapidement possible à un traitement contre le VIH. Donc, c'est prévenir les autres et remonter la chaîne de contamination. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de contamination, en France, on a un peu plus de 6 000 personnes chaque année qui se découvrent séropositives. Alors justement, qui se contamine en France aujourd'hui et comment on se contamine? Les modes de contamination, c'est essentiellement par voie sexuelle, bien évidemment. Les personnes qui s'injectent des drogues par voie veineuse représentent une part très faible, finalement, du nombre de découvertes de séropositivité chaque année. Aujourd'hui, sur les 6 000 et quelques personnes qui se découvrent séropositives chaque année, il y en a un peu plus de 50% qui sont hétérosexuels et majoritairement des personnes d'origine étrangère, notamment parce qu'elles n'ont pas accès aux soins ou à la prévention comme elles devraient l'avoir quand elles arrivent sur le sol français. Et puis, on a encore 40% de ces 6 000 personnes, donc toujours, qui sont, elles, ce qu'on appelle des HSH. Ce sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc qui sont gays ou bisexuels ou aussi hétérocurieux. Voilà. Pour être plus précis sur les vecteurs de contamination, c'est les fluides, hein, Oui, c'est les fluides Alors, corporels. c'est lesquels? Mais il y en a 5. Donc il y a le sang, le sperme, le liquide préséminal donc chez l'homme, les sécrétions vaginales chez la femme et le lait maternel. Et après, il faut des portes d'entrée. Donc les portes d'entrée, ce sont les orifices, donc le vagin, l'anus, la bouche et les plaies ouvertes. Quand on dit plaie ouverte, c'est pas. En fait, le VIH ne résiste pas à l'air libre, il meurt en quelques secondes. Donc il faudrait que, par exemple, vous ayez le bras ouvert, j'ai le bras ouvert, et que tous les deux, on se frotte le bras. C'est pas une pratique hyper courante, mais bon, pourquoi pas. C'est non plus une pratique très excitante, hein. Non, Frotter le bras à non. deux. Avec du sang, bof. Non, Voilà. c'est pas Non. forcément très excitant. Ça, c'est improbable. Les attentes, Cédric, les attentes, qui sont les gens que vous recevez dans les associations et qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là? Alors, ça dépend des associations. Il y a des associations qui vont travailler plus particulièrement
auprès de publics comme les travailleurs ou les travailleuses du sexe, d'autres qui vont travailler plus spécifiquement avec les personnes trans, par exemple, qui, de fait de leur parcours, de leur histoire, de leur parcours de vie, sont encore aujourd'hui particulièrement exposés au VIH. Et puis, il y a des associations comme Action Traitement qui, elles, vont travailler avec un peu tous les publics. Donc, à l'association, on peut recevoir des hommes gays, des femmes hétérosexuelles de 20, 25 ans jusqu'à 60, 70 ou 75 ans. Donc, nous, on s'adresse un peu à n'importe quelle personne vivant avec le VIH. Après, ça dépend vraiment, effectivement, des associations et des spécificités de Justement, chacune. puisque vous vous adressez à tout le monde, quelles ont été les évolutions en fait, des populations qui viennent vous voir? Alors ça tient notamment à l'historique de l'association, c'est-à-dire qu'Action Traitement, donc déjà je ne l'ai pas dit, c'est une association qui va fêter ses 30 ans cette année, puisque l'association existe depuis 1991. À l'origine, elle a été créée par un groupe d'hommes homosexuels concernés, vivant avec le VIH. Donc ça veut dire que pendant très longtemps, ce sont essentiellement donc les hommes gays qui ont fréquenté l'association et c'est essentiellement cette population à laquelle on s'adressait. Et puis, au fur et à mesure, et notamment ces dernières années, avec l'évolution des flux migratoires, on a affaire à l'association, à des personnes d'origine étrangère qui arrivent de différentes régions du globe, soit pour s'installer en France, soit pour y passer. Et du coup, on est aujourd'hui sur ce type de population, et puis également des populations un peu précaires, isolées, ou qui n'ont pas accès aux soins de façon aussi simple que l'ensemble de la population. Qu'est-ce que demandent les assos aujourd'hui? Les associations, elles demandent beaucoup de choses. Oui. Enfin, le nerf de la guerre, c'est effectivement l'argent. C'est-à-dire qu'on a besoin d'argent pour diffuser au maximum les moyens de prévention, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de personnes qui contractent le VIH. Mais nous, en tant qu'association qui nous adressons donc principalement aux personnes vivant avec le VIH, les sujets sur lesquels encore aujourd'hui on a du travail à faire, c'est notamment tout ce qui concerne l'accès aux droits et l'accès aux soins. Je vous parlais tout à l'heure des personnes d'origine étrangère. Eh bien, c'est important que ces personnes puissent accéder le plus rapidement possible à non seulement des outils de prévention, préservatifs, PrEP, etc., parce que ce sont des outils qui s'adressent aussi à ces personnes-là, mais une fois qu'elles ont le VIH, c'est important qu'elles puissent accéder rapidement à un traitement pour, comme le disait Fred tout à l'heure, obtenir rapidement une charge virale indétectable et donc ne plus pouvoir transmettre le virus à leur partenaire. Casser la chaîne de transmission. C'est exactement ça. La crise Covid-19, est-ce qu'elle a eu des conséquences sur l'épidémie VIH? Oui, malheureusement, oui. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de les quantifier. Il y a eu deux types de conséquences. En termes de prévention, on sait que l'année 2020, ça a été une année pendant laquelle l'accès au dépistage a été fortement réduit. C'est-à-dire que le nombre de dépistages qui est effectué chaque année pour le VIH a diminué dans je ne sais pas quelle proportion, mais en tout cas des proportions très importantes. Pareil pour l'accès à la PrEP, qui est un moyen donc de prévention très efficace contre le VIH. On sait que la mise sous PrEP a chuté de l'ordre de 30 ou 35% en 2020. Donc potentiellement, les experts disent aujourd'hui qu'en France, alors que depuis 2018, on commençait à observer une baisse du nombre de découvertes de séropositivité, potentiellement avec 2020, 21, peut-être 22, on va repartir à la hausse sur le nombre de découvertes, de contaminations et donc de découvertes de séropositivité. Et au-delà de ça, la crise Covid, on le sait, elle a mobilisé énormément les services d'infectiologie, ce qu'on appelle dans notre jargon les SMIT, les services de maladies infectieuses et tropicales, qui sont les services qui historiquement s'occupent des personnes vivant avec le VIH. Et donc, il y a des personnes qui ont pu se retrouver en rupture de soins, en fait, qui n'ont pas eu accès au suivi comme elles auraient dû l'avoir, qui ont reculé des rendez-vous, etc. Et qui donc potentiellement se sont retrouvées avec des situations compliquées, peut-être même potentiellement des échappements thérapeutiques, des résistances, et qu'elles ont découvertes trop tardivement. Voilà, et ça, on va voir ça dans les mois qui viennent, hélas. Malheureusement. Alors, on va accueillir un médecin maintenant sur le plateau. Alors, vivre avec le VIH, c'est pouvoir continuer sa vie sexuelle normalement aujourd'hui? Oui, et c'est un message absolument clé à passer et qui a été déjà évoqué et bien dit ici. En fait, une des grandes révolutions dans le traitement du VIH, dans la prise en charge du VIH, c'est vraiment le fait que lorsqu'on a une charge virale indétectable, autrement dit quand le traitement qu'on prend est efficace, que ce traitement soit un comprimé tous les jours ou 4 comprimés par semaine, comme le cas de Fred, eh bien, on n'a aucun risque de transmettre ce virus à ses partenaires sexuels. Et ça, c'est une information qui change tout dans la vie des personnes vivant avec le VIH, mais au-delà, qui devrait tout changer dans la société. Mais on n'en est pas encore là.
On n'est pas encore là. Oui, parce que on a beau dire que on n'est plus contagieux quand on prend bien son traitement, il y a quand même toujours un soupçon qui demeure. Il faut bien le dire. Il y a un soupçon, c'est terrible parce que la vie avec le VIH reste sulfureuse. Il y a quelque chose qui intrigue les gens, qui fait que vous ne pouvez pas dire simplement ah, j'ai pris un RTT parce que j'ai rendez-vous chez mon infectiologue pour mon check-up VIH, alors que vous allez pouvoir vous étaler sur vos problèmes d'asthme ou d'allergie, de je ne sais pas quoi. Non, on ne peut pas parler aussi simplement de son VIH et on n'arrive pas encore à craquer ça, à aller contre ce mur-là. Et on attend cette révolution-là. On se bat tous pour ça, à nos différents niveaux et avec nos différentes armes, pour faire passer ces messages-là. Avoir des enfants avec le VIH, à la fois pour un homme ou pour une femme, est-ce que c'est possible? C'est possible et j'ai envie de dire que c'est même simple. Aujourd'hui, on peut avoir des enfants de manière, alors j'aime pas ce mot-là, comme vous le savez, mais naturelle, c'est-à-dire avec des rapports sexuels homme-femme sans protection, puisqu'il n'y a aucun risque de transmission. Si par exemple l'homme vit avec le VIH et qu'il a une charge virale indétectable, il ne peut pas le transmettre à sa compagne. Et si la femme vit avec le VIH, le plus important, c'est d'essayer d'anticiper le projet de grossesse, d'en parler avec son médecin VIH pour que le traitement soit adapté et que ce traitement ne risque pas de faire du mal au fœtus, pour que la grossesse soit un tout petit peu plus suivie. Mais tout le reste, eh bien, enjoy, je veux dire, profitez de ce moment clé de votre vie et faites des enfants. Les femmes, elles peuvent allaiter, même si elles sont porteuses du L'allaitement VIH? reste une précaution en France. On déconseille aux femmes d'allaiter. Dans les recommandations, on demande aux femmes de ne pas allaiter en France parce qu'on a un accès simple et peu coûteux à des nutritions de type artificiel qui vont remplacer le lait maternel. Maintenant, je crois qu'il faut aussi prendre en considération le besoin ou l'envie des femmes d'allaiter et les traditions. Et c'est toujours important d'en parler avec son médecin VIH. Si on a envie d'allaiter, il faut discuter de ce point-là. Il ne faut pas le faire entre guillemets en cachette. La sexualité avec le VIH, rapidement, parce qu'on avance dans l'émission. La sexualité avec le VIH, il faudrait que ce soit la sexualité comme sans le VIH. Il faut que tout ça soit un peu normalisé et que ça soit plus une question. Et que avant d'annoncer qu'on a le VIH à ses partenaires sexuels, si on prend un traitement efficace, on annonce peut-être qu'on a une sœur tyrannique, une mère un peu folle, ou qu'on a très envie d'une relation durable dès le premier coup. C'est peut-être ça le plus important à annoncer plutôt que d'annoncer qu'on vit avec le VIH, qui finalement n'a pas un grand intérêt. Si on a pris un risque. Si on a pris un risque, donc évidemment, c'est-à-dire si on a eu des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un dont on ne connaît pas le statut, quelqu'un qui ne connaît pas son statut, ou qui vous dit qu'il est séronégatif mais qui n'en sait rien, du coup, on se précipite vers des urgences, des centres de santé sexuelle qui assurent des urgences, de façon à pouvoir en discuter avec un professionnel de santé et voir s'il faut mettre en place un traitement post-exposition qui réduit considérablement votre risque du coup de contracter le VIH. C'est quoi le traitement post-exposition? On le prend combien de temps après? En quoi ça consiste? C'est un traitement qui doit se prendre le plus rapidement possible, si possible dans les heures qui suivent le rapport à risque, et en tout cas dans les 48 premières heures dans l'idéal, et le plus tôt possible. C'est un traitement qui va se prendre plusieurs semaines avec un suivi médical pour être sûr aussi que vous supportez le traitement. Globalement, ça se passe quand même plutôt bien. C'est plutôt le contexte qui est souvent un tout petit peu inquiétant pour la personne. Mais au final, pour peu qu'il y ait de l'échange, de l'explication, on arrive à gérer la situation. Comment sont les gens que vous voyez aujourd'hui, physiquement, moralement, y compris ceux qui sont sous traitement depuis 20 ans, 30 ans parfois? Ils sont comment? J'ai le sentiment que c'est une population très mosaïque, mais je crois qu'on a un peu le même sentiment avec Fred et Cédric, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont appris il y a quelques années leur séropositivité, qui ont bien intégré les messages, qui le vivent assez bien et qui ont vraiment intégré le traitement et tout se passe à peu près bien. On a des personnes qui vivent avec le virus depuis 30 ans et qui ont des séquelles aussi de traitements, des premiers traitements qui ont laissé un peu de traces ou de maladies qui ont pu arriver avant que les traitements débarquent. Et puis, on a surtout tout le poids du social, à la fois la précarité, puisqu'on est quand même aussi dans des populations qui parfois sont dans des situations sociales difficiles, et puis les problèmes d'accès au traitement, c'est-à-dire aussi de savoir qu'on vit avec le VIH, et c'est ça au final le plus important. On a beaucoup parlé de la communauté gay pendant cette émission. C'est important de rappeler que le sida, c'est pas que les gays. C'est pas que les gays, Cédric le rappelait très bien, enfin c'est presque majoritairement les hétérosexuels. Après, il faut aussi rappeler que dans les populations précaires, une proportion non négligeable se contamine en France, en arrivant en France quand elles viennent par exemple d'Afrique subsaharienne dans des parcours migratoires. Ça, peu de gens ont ça en tête. Il nous reste 1 minute pour conclure. Fred, le mot de la fin. Ce VIH, c'est une saloperie, mais vous l'avez apprivoisé ou pas? Enfin, je ne sais pas. Et quel est votre message aujourd'hui à ceux qui vont regarder l'émission? Alors, j'aurais 2 messages. C'est faites-vous dépister si vous ne connaissez pas votre statut. Et si vous êtes séropos, ça va aller.
Ça va aller. Ça va aller. C'est un message d'espoir. Aujourd'hui, on peut vivre bien avec le VIH. C'est important. Et on peut vivre bien avec quelqu'un qui a le VIH. Je confirme. Vous confirmez? Je me lève et je confirme. Ça va, il n'est pas trop chiant? Ça fait pas partie de la question. C'est pas sympa, ça. Bon, ben voilà. Mais écoutez, merci à tous. Je pense qu'on a beaucoup appris sur le VIH et je pense qu'on a dédramatisé la question. Merci Fred. Je rappelle le titre de votre ouvrage « T'as pas le sida, j'espère » aux éditions Librinova. Merci Cédric Daniel. Je rappelle que vous êtes chargé de mission communication, plaidoyer, action, traitement, une association de lutte contre le VIH. Et merci à mon fidèle Patrick Papazian, qui est un fidèle de l'émission et qui nous a ramené sa science aujourd'hui. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, portez-vous bien.